je viens plutôt du milieu des beaux-arts, pas des arts numériques. Et puis, progressivement, à travers le développement de machines, de la mécanique, je suis progressivement venu à l'univers de l'électronique et ensuite dans celui de la programmation. Mais j'ai commencé vraiment par le dessin et la sculpture. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le passage de la 2 dimensions vers la 3 dimensions. Qu'est-ce qui se passe et comment nous, en tant que spectateurs, on se retrouve devant des images en 2 dimensions et comment on crée finalement l'espace intermédiaire. Alors, je n'ai pas d'image là. Merci. J'ai commencé par, en 1997, j'ai fait une série de dessins qui essayaient d'inventer cette 3e dimension. Alors pour vous expliquer le principe, c'est simple, c'est des plaques d'aluminium avec une fine couche de cire dessus. Sur la fine couche de cire, je fais un dessin et puis j'essaye de reproduire ce qui se passe exactement dans la réalité au moment d'une explosion, c'est-à-dire je prends la plaque d'aluminium, je la mets sur une flamme, le dessin se désagrège, je le fixe et puis voilà, j'essaye d'inventer la fixation d'une explosion, mais sur un principe de dessin. Alors évidemment, c'est faux au niveau de la perspective, mais au niveau du rendu, ça rend vraiment l'idée de la destruction de la perspective et des explosions. C'est en 1997 et c'était la première vague d'attentats en France. Et donc j'ai commencé à essayer de réfléchir sur cet instant, ce basculement qui était présent dans la photographie et dans la photographie instantanée, ce moment où on fixe comme ça un instant précis. Évidemment, ça a référence aussi au premier dessin de la perspective. Ici, pour vous expliquer le principe, j'ai repris un dessin de perspective classique avec ce carrelage en damier. Ça a été peint. Et ensuite, avec une aiguille, j'ai découpé chacun des carrelages pour qu'ils soient isolés sur la plaque. Et ensuite, hop, même principe d'explosion avec la chaleur. C'est vraiment un principe photographique finalement, mais en dessin. Pareil, j'ai toujours été en train de chercher cette présence de la 3D, le passage de la sculpture vers le dessin. Ça, j'ai fait quand j'étais encore aux Beaux-Arts. Et vous savez, il y a ces exercices obligés de faire de la gravure à l'eau forte. Donc, là, j'étais dans un principe où je me suis dit, j'ai pris les plaques de gravure, je les ai fondues, j'en ai fait des lingots. Et ces lingots, je les ai passés à l'acide, couche par couche, pour créer comme ça des paysages qui s'enfonçaient sur le principe de l'érosion, puisque évidemment, l'acide érode, ronge le zinc. Et c'est le même principe que dans la nature. Donc c'était toujours ces passages d'aller-retour vers la 3D et la 2D. Je crois que cette pièce, oui. Alors c'est de 1996, comme on voit sur la pièce, c'était encore l'époque du franc. Et il y a ce principe justement, je crois que ça résume bien la boucle. C'est un frottage comme font les enfants, et moi je fais ce frottage en quelques secondes, c'est-à-dire que je le fais en 20 secondes, c'est un vrai frottage, mais il est en perspective. Et ça contredit en fait tout le sens du fait que normalement, évidemment, une pièce est plate, on la met sous une feuille de papier, et on a simplement le dessin frontal de la pièce. Ici, c'est en perspective, il y en a plusieurs. Donc voilà, il y a des déclinaisons comme ça de pièces en rotation dans l'espace, comme si on fixait une image photographique sur une pellicule. Mais c'est du crayon de papier. Alors il y avait 2 expositions, une exposition avec les frottages, et puis une autre exposition à Paris avec les systèmes utilisés. Donc j'ai fait des copies de fausses pièces en perspective pour pouvoir faire ces frottages. Et ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est que c'est la méthodologie qui est appliquée pour faire ces pièces. Ce n'est pas du tout un système informatique. Il y a juste un seul moment où j'ai utilisé l'ordinateur, c'est pour faire les anamorphoses. Mais si vous voulez, en fait, le principe, c'était un scanner en 3D. J'ai pris une pièce, je l'ai remplie de... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. J'ai rempli une pièce avec de la peinture. Ensuite, je prends la pièce, je frotte avec du papier de verre
et je commence à avoir les cheveux de la Marianne qui apparaissent. Je fais un scan, ensuite je continue jusqu'à que la Marianne se soit complètement effacée. Une fois que j'ai fait tous ces dessins, j'ai des copies noir sur blanc de la Marianne et des différentes étapes, comme un scan en 3D mais en couche. Et puis ensuite, avec ça, j'ai fait des films photosensibles, je les ai appliqués sur une plaque de laiton, et par couche, exactement comme les paysages que je vous ai montrés tout à l'heure, par couche, j'ai créé ces pièces. Donc en fait, c'est de la 3D, enfin, c'est de la 3D, mais complètement photographique, quoi, avec des principes pareils de couches. Et à l'époque, en fait, c'était assez difficile d'accéder aux machines qui permettaient de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, avec une CNC numérique, je ferais ça en quelques secondes. Mais je pense que enfin, quelques secondes, j'exagère. Mais en tout cas, c'est plutôt même la méthodologie pour arriver à ce résultat qui m'intéressait. Alors, en 1993, j'ai une idée de faire un stylo avec de la cire et du plastique, et puis pour essayer de dessiner en 3D. Alors malheureusement, j'ai oublié de la breveter, mais pour moi, ça a été toujours un gadget, hein, finalement. C'est pour ça que je n'avais pas eu l'idée de la breveter. C'est vraiment cette idée d'enregistrement plutôt du tremblement de la main dans l'espace. Et ce n'était pas fait avec du plastique, c'est avec une cire. Et cette cire refroidit beaucoup plus vite que du plastique, ce qui fait qu'elle enregistre beaucoup plus rapidement même tous les tremblements de la main. Alors je me forçais à ne pas avoir de soutien quand je dessine. Et puis il y avait ces petites sculptures, paysages, qui passaient de la feuille de papier. Alors c'était plutôt des exercices comme ça. Alors évidemment aujourd'hui ça paraît complètement classique, mais... Et puis aussi dans cette idée de passage entre la photographie, le cinéma et l'objet. Il y a tous ces exemples de premières photographies instantanées à haute vitesse qui ont été la découverte de la chute de la goutte d'eau et de toutes les étapes de passage de la goutte d'eau. Je me suis dit, ce serait bien de refaire ce même chemin, de refaire ces photographies en sculpture. Et donc avec plein de procédés comme ça manuels, j'ai reproduit toutes les étapes de la chute d'une goutte d'eau. C'était présenté dans des... Alors c'est vraiment fragile là pour le coup, ça tombe bien dans le sujet, toutes ces étapes simplement de la chute d'une goutte d'eau. Et ce qui m'intéressait, c'était le tour entre le liquide, l'image, le solide de nouveau, et entre la sculpture et la photographie. Ces projets de feux d'artifice, feux d'artifice en carré, c'est des calculs pour dessiner des formes dans l'espace. Alors ça, c'était des projets pyrotechniques que je faisais à l'époque aussi. Mais ces projets pyrotechniques n'ont jamais abouti de toute façon. Et je me suis lancé dans cette idée de travailler l'espace photographique, mais de le travailler vraiment en 3D. C'était les premiers programmes informatiques qui devenaient en 3D, qui arrivaient qui commençaient à tourner sur des machines, des PC portables. Et donc, j'étais fasciné par ces images et comment elles étaient créées, point à point. Et j'ai construit une petite machine qui est faite comme au 19e siècle, avec des petits instruments assez beaux, assez bien faits, que vous allez voir après. Et ça, c'est une photographie avec des éclairs électriques. Donc, c'est une imprimante 3D, mais manuelle, dans laquelle j'enregistre chaque couche avec des étincelles électriques qui sont positionnées devant une chambre photographique classique qui reste ouverte pendant plus de... Bon, là, c'était facile parce que c'était un cylindre, il suffisait de montrer un cylindre, mais parfois, je restais jusqu'à 8 heures dans le noir pour pouvoir faire ces photographies. Alors, je trouve ça incroyable parce que c'était comme si vous étiez à l'intérieur de la caméra, mais en train de compter avec des chiffres pour placer ces étincelles au bon endroit. Alors, voilà tous les instruments qui me servaient à... Alors, j'avais des cotes sur lesquelles j'avais une petite chambre où j'allais voir des cotes et puis je ressortais. Et puis je réglais la machine. Alors je fermais de temps en temps la caméra. Et ça, c'est des cales pour mesurer la hauteur des étincelles. Donc c'est vraiment un passage là où cette pièce où j'entrais clairement dans l'archéologie des médias et de me dire, tiens, voilà, alors qu'on commençait juste à voir l'image de synthèse, mais
comme l'espace photographique me plaisait tellement, je voulais vraiment créer ça à l'intérieur de l'espace photographique. Ici, voilà le résultat, c'est la première que j'ai faite, c'est une coupe. J'aurais jamais pensé avoir un objet aussi précis. Je suis en train de reprendre ce projet, j'ai construit une imprimante qui le fait maintenant automatiquement, alors devant une caméra. Je suis en train de le terminer, là, il sera présenté bientôt. Ça rentre dans un projet de recherche du casque à Gand et à Imal. Alors voilà les détails de ces photographies. Et puis là, les présentations, c'était au MOOCA, donc c'est toujours présenté souvent avec des objets qui ont servi à la création de ces photographies. C'est ma préférée. C'est une toute petite photographie, 18-24. C'est pas mal parce que c'est un objet en 3D, mais avec quelque chose qui rentre à l'intérieur, le compte-gouttes. Puis le compte-gouttes, c'est aussi quelque chose qui se vide goutte à goutte. Donc il y a toute cette temporalité en fait, de la création de l'image dans le temps qui devient intéressante. Pareil, là, vraiment archéologie des médias avec de la lumière, en fait, une lampe à pétrole. Et puis, pour faire cette pièce, c'est particulier. Je travaille sur un grand plateau qui monte progressivement devant la caméra et sur lequel se passent ces étincelles. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit un objet qui existait, une lampe à pétrole. Une fois que je suis arrivé en haut de la lampe à pétrole, j'ai mis l'objet, j'ai redescendu le plateau, j'ai mis l'objet, j'ai allumé la flamme de la lampe à pétrole et j'ai rouvert la caméra juste une petite seconde pour avoir la flamme. Alors ça, c'est plutôt le genre d'image que je pensais avoir parce que ça dure 8 à 10 heures, même plus 12 heures pour créer l'image. Donc il y a une espèce de basculement de perspective où à la fin je me trompe parce que j'en ai ras-le-bol. Ça fait des heures que je travaille là-dessus. J'ai même allumé la lumière aussi sur un moment, donc on me voit lancer une séquence d'étincelles sur le côté. C'est plutôt ça qui m'intéressait. Alors là, c'est vraiment, dans la fragilité, ça a été vraiment le début du travail avec la miniaturisation. Ça, c'est un travail entre 92, 94, je crois, non, 94, 98, 98. Où j'ai travaillé sur le modèle du diaporama et j'ai reproduit des séries de diapositives, mais complètement mécaniques. C'est-à-dire c'est des tout petits effets qui fonctionnent pendant quelques secondes quand ils sont inclus dans le projecteur photographique. Et j'ai réalisé ça pour mon diplôme et ça a lancé en fait ma carrière parce que j'ai commencé à tourner avec cette pièce. C'était une petite projection sur le modèle cinéma expérimental, mais qui a pas mal voyagé, avec lequel j'avais fait l'ouverture des Transmédiales aussi en 2001. Et donc, c'est que des petits événements, une goutte qui tombe sur une roue. C'est un peu eau et gaz à tous les étages, comme du champ, avec plein de systèmes mécaniques. Alors, je vais vous passer une petite vidéo, je crois que si elle marche encore. Ça, c'est la première présentation, ça doit être en 94. Donc là, ici, c'est un percolateur qui bout. C'est simplement des thermomètres qui rentrent dans le projecteur. Ici, une capsule de gaz qui se développe. Et puis là, en fait, je rentre une diapositive qui représente une fatigue. Alors, c'est une femme au travail qui met des boîtes dans des boîtes. Et puis, autour, il y a des multiplications de roues. C'était une performance de 30 minutes, mais qui n'avait pas vraiment de sens d'histoire. C'est plutôt vraiment des relations très manuelles avec des actions. Ici, une goutte d'eau qui va tomber sur... Chaque goutte tombe sur une des pales, vient se coller. Alors, c'est vraiment un rapport très étroit entre ce qui se passe dans le projecteur et puis des billes de mercure. Et ça, c'est une pièce que j'ai mis 2 ans quasiment à construire. À l'époque, c'était hyper compliqué. Donc, c'est un disque, c'est un film avec les images de Muybridge, de l'homme qui court.
Ce disque est inclus dans un cercle, un mécanisme, et l'ensemble de mécanismes se tourne à l'intérieur de la diapositive. Tout ça dans 5 cm par 5 cm, avec... il n'y avait pas de micromoteur à l'époque, il n'y avait pas les moteurs de vibreurs de téléphone, donc il fallait faire chaque pièce, même les moteurs, pour pouvoir arriver à ce résultat. C'était complètement disproportionné, et c'est ça qui me plaît aussi, parce que c'était du cinéma à échelle 1, juste avec des événements inframinces. Et puis je retourne à cette histoire de gouttes d'eau, et j'ai fait réaliser une installation qui s'appelle Les Instantanés. C'est 3 projections, 3 projecteurs. J'ai présenté la première fois au Havre, en France. Ici, c'est 3 projections de la chute d'une goutte d'eau. Et évidemment, ça marche un peu différemment. Alors, j'ai pas de son, mais c'est pas trop grave. Ah si. Alors, vous voyez, c'est des disques. C'est des disques qui sont avec des petites sculptures, des micro-sculptures qui sont de la taille d'un film Super 8, mais en 3D évidemment. Pareil, en fait, ça n'a pas été usiné avec des principes numériques, c'était usiné avec, sur le même principe du principe que je vous parlais tout à l'heure, avec c'est creusé à l'acide, donc c'est des pièces qui sont réalisées, les supports sont creusés à l'acide. Là, j'ai commencé à chercher aussi la décomposition du mouvement, à me diriger vers le ralenti et vers l'effondrement. Avec cette pièce qui s'appelle Modèle pour l'Apocalypse, c'est en fait une pâte que j'ai développée. Bon, alors je sais que maintenant on la trouve sur Internet comme jouet pour les enfants sous forme de sable, mais donc j'appelais ça la matière au ralenti, et c'est une matière qui s'écroule toujours au ralenti. C'est fait de microbilles de fonte qui sont liés avec un liant qui crée des microfils qui sont invisibles évidemment et qui ralentit la chute de ces billes entraînées par leur propre poids. Donc ça sert il y a une caméra qui filme la boule, et puis c'est présenté souvent sous un modèle de performance, et la caméra regarde la boule en train de s'effondrer. Alors ça a été présenté pendant parfois un mois, c'est-à-dire qu'il y avait un performeur qui refaisait et puis défaisait cette boule. Et il y a une projection, vous voyez, de la capture de la caméra. Et des zooms numériques automatiques qui se font sur cette boule, qui permettent de s'approcher vers ces événements d'effondrement, qui créent une espèce de forme de dramatique. Et aussi, vous, en tant que spectateur, quand on rentre dans la salle d'exposition, on voit cette image qui est au ralenti, on pense que c'est un ralenti cinématographique, et ça ne l'est pas, c'est un ralenti réel direct. Alors là, c'est un spectateur, parce que ça a été laissé aussi... c'est à Pittsburgh, un spectateur qui manipule cette matière. Vous voyez, il y a des changements sur la projection avec des zooms numériques, et là on va voir la projection en elle-même. Bon, ça a aussi à voir avec ces histoires de pixels, là, de vibrations de pixels qui vont bien avec la structure de la matière. Ça dure plus d'1 minute. Là, c'est ce qu'on voit sur la table en elle-même. Alors, il y a une masse critique. C'est un poids particulier qui fonctionne dans son effondrement. C'est un peu déprimant quand même à regarder aussi.
D'ailleurs, j'ai gardé secret la recette chimique de cette matière. Et la masse critique, vous voyez, c'est qu'il n'y ait pas un gros morceau qui se détache, c'est-à-dire que ce soit toujours assez fort pour retenir chacune des éléments de cette matière. Ça a été présenté sous diverses formes. Et puis, après être revenu sur ces idées de ralenti, j'ai commencé justement à me dire, tiens, il faudrait retravailler cette histoire de cinéma, mécanique. Et alors, j'ai commencé à essayer de développer des systèmes pour découper des photographies au laser. Alors, vous savez que le problème est de ne pas brûler le matériel. Donc, j'ai dû développer plein de systèmes avec des caches et des contre-caches qui étaient aussi des systèmes photographiques pour pouvoir découper des éléments mécaniques qui soient des photographies. Et alors moi, je disais toujours, je fais du cinéma de friction, pas de fiction. Je suis plus intéressé par vraiment les frottements, l'usure, la fragilité des choses qui se passent dans le cinéma et comment il est projeté en direct devant le public et comment on essaye d'inventer un mouvement à l'intérieur d'une image. Alors ici, c'était une salle de geek des années 70. J'ai passé tellement de temps à développer la technique pour faire cette image que je ne me suis pas rendu compte que mon mécanisme était impossible puisque les roues se bloquent elles-mêmes. Donc ça ne servait à rien du tout. J'ai cependant gardé cette image que je trouve assez belle. Donc vous voyez, en fait, le laser use l'image, use les dents. C'est par un principe aussi photographique, c'est-à-dire que les roues sont des roues en métal qui sont posées directement sur la photographie et le laser enlève autour de ces roues. Sinon, ces photographies brûleraient. Ça, c'est une technique. Puis j'ai développé une idée de dire, oui, voilà, ben, je vais faire un film de 25 minutes qui s'appelle Demi-pas, Half Step, dont le nom venait de l'idée de l'impossibilité de faire un demi-pas, parce que c'est juste le moment de l'équilibre. Mais ça racontait une histoire extrêmement ennuyeuse d'un type qui se lève le matin, qui va au travail et qui rentre chez lui le soir, qui lave sa voiture aussi. Mais c'était reproduire tous ces événements quotidiens par des petits théâtres mécaniques, enfin on appelle ça Magic Lantern pour les débuts du cinéma. Et cette idée c'était un travail de longue haleine, 2 ans à peu près. Par contre, c'était super parce que, je sais pas, toute la journée, je me baladais, je regardais et je disais, tiens, comment je pourrais faire ça mécaniquement? C'est vraiment un jeu comme ça d'essayer d'inventer le mouvement. Par contre, le projecteur était un peu plus compliqué à développer et il y a eu vraiment beaucoup de soucis avec ça. Vous ne pouvez pas, en fait, quand vous projetez comme ça sur le modèle de la lanterne magique, vous ne pouvez pas changer de point de vue. Donc, j'avais besoin d'avoir plusieurs objectifs qui puissent projeter, faire des zooms à l'intérieur de l'image. Et puis, j'avais imaginé de faire plein de films sur ce modèle-là. Je me suis arrêté au premier parce que au deuxième, parce que ça prenait trop de temps. Et puis, je me disais que je garderais ça pour mes vieux jours. Il y avait vraiment tous ces connecteurs avec plus d'une centaine de connexions qui pouvaient apporter de l'eau, de l'électricité aussi, et tout le contrôle des objectifs, un changement des objectifs additionnels. Et puis, c'était prévu en double diaporama au début. Mais ça n'a jamais été abouti à ce point-là. Ici, c'est vraiment les machines qui reproduisent. Alors là, c'est une scène où il est au travail, il dessine une planche qu'il va découper, et puis ensuite, ça reprend une imprimante. Donc c'est une imprimante, des photographies découpées au laser qui dessinent en direct et qui sont projetées à l'intérieur du projecteur. Ah. Ici, vous voyez en fait le moment où la dia rentre, elle se connecte à ce multiconnecteur. Alors ça, c'est une pièce de 2002. Ici, pour faire un générique, en fait, c'est un shift optique, c'est-à-dire que c'était que des plaques engravées au laser, et puis simplement, la netteté passe d'une plaque à l'autre pour faire le générique. C'est d'ailleurs un
des choses qui est le plus utilisé dans ce film. Ici, une scène où il est au travail, il règle une machine, mais quand son bras tourne, en fait, bon, alors c'est très pixelisé, je suis désolé, quand son bras tourne, en fait, il gère sa netteté, c'est-à-dire il change la netteté de l'image. Et c'est des allers-retours comme ça sans cesse entre ces micro-scènes mécaniques et puis... alors, est-ce que j'ai pas de son, mais... Bon, bah, ça fait un bruit de moteur qui va d'avant en arrière. Est-ce que vous pouvez me remettre le son, s'il vous plaît? Voilà. これから皆さんを一風変わった映像の世界にお連れします。フランス人アーティストジュリアン・メールさんの作品 Là, on aurait pu couper le son parce que c'est en japonais. Donc, ici, il y a quelques séquences comme ça où c'est des séquences de début. C'est une reprise aussi un peu de l'image de Citizen Kane qui est un travelling sur une grille. Et puis, il y a tous ces shifts optiques entre un grillage et ensuite derrière une image. Alors, il y avait aussi des reproductions en 3D de scènes de travail avec des grilles, des grues au travail. Et ça, c'est un élément, en fait, c'est une grue qui a été faite en 3D et qui a été faite en 2D et qui est ensuite repliée c'est une image qui a été repliée en 3D. Là, pareil, le dessin en direct. Et puis des scènes où il rentre chez lui. Alors c'est justement toute l'invention, la meilleure façon de marcher. Là, il se fait à manger. Alors je jette des morceaux d'aspirine dans une casserole. Tout est inversé dans le projecteur. Alors ça, c'est vraiment hyper compliqué parce que évidemment, les choses au lieu de tomber, montent. Ça, c'est de la gélatine. Il mange. Là, il nettoie sa voiture aussi. Et tout se fait en direct avec un micro Karcher qu'on voit sur une scène après. Et puis ici, diverses séquences où il marche beaucoup sur des ponts avec des voitures. Et c'est vraiment l'idée alors ici, on a une scène... Je vais complètement couper le son parce que... ici, il y a une scène qui fait penser aussi à la scène de Jacques Tati dans Playtime, en fait, avec ce rond-point avec des voitures qui tournent. Alors donc ça tourne vraiment dans l'espace et ça joue sur cet effet de profondeur. Là, c'est un sac de patates qui a été découpé pour faire le grillage et puis c'est vraiment de la micro-maquette avec des jeux d'aller et retour entre la réalité et puis la forme. Ça a été primé à Ars Electronica et puis présenté pas mal de fois. Je pense plus de 150 fois. Alors ça devient un peu pénible au bout. Voilà, là on a quelques images. Et donc c'était vraiment des allers-retours à un moment du film. Vous voyez en haut ici de la pellicule en direct, c'est-à-dire ici, je cite la pellicule 16. Et ce qui coupe le film, en fait, c'est une tête de disque dur qui a été transformée en micro-scie et donc je coupe du film. En fait, c'est du montage analogique avec une tête disque dur. C'est des tours complètement humoristiques comme ça sur le passage de l'analogique au numérique. Alors c'est assez beau cette scène, il n'y a pas d'image là, mais en fait le Karcher, c'est un vrai Karcher et il arrive à arracher la pellicule, c'est-à-dire que la voiture, au lieu d'être lavée, en fait l'image de la voiture disparaît. On voit un peu que la voiture... Et donc après, à la fin de la performance, il y a des trous dans la voiture. Là, la scène qu'on a déjà vue. Ici, une scène plus expérimentale quand il dessine. Et puis j'ai repris ça, j'ai fait une bourse en résidence à Berlin pour développer un autre film qui s'appelait Roue libre. Et c'était un film qui racontait la réinvention de l'histoire de la roue, en gros,
mais sur tous les modèles qui étaient présentés. J'ai travaillé plus de 2 ans, mais j'ai dû abandonner ce projet parce que j'aurais mis encore 5 ans de plus à le réaliser, ou alors énormément d'argent. Alors ça me forçait à faire des photos panoramiques. Par exemple, j'utilisais des appareils analogiques en 6.6 pour faire un travelling. Je devais toujours photographier en panoramique et ensuite faire défiler l'image dans le projecteur. Je prenais souvent des photographies, vous voyez, avec des bâtiments qui sont eux-mêmes imprimés avec des photographies pour avoir ce jeu toujours entre l'image réelle et puis l'invention. Et j'ai continué ça en développant, en me disant, oui, est-ce que, donc on est vraiment à l'ère de la vidéo, et puis tout le monde était en train de chercher la plus haute définition possible. Je me demandais, est-ce qu'on ne peut pas justement faire le contraire, c'est-à-dire chercher la plus basse définition possible. J'ai commencé à développer ces projecteurs qui sont des projecteurs vidéo, mais d'hyper basse résolution. Et le paradoxe, c'était qu'il y a une très basse résolution au niveau de l'image, mais par contre, au niveau du pixel en lui-même, la résolution est vraiment parfaite puisqu'il s'agrandit énormément. Et à partir de manipulations c'est entre 2006 et 2007, ça, à partir de manipulation des écrans des vidéoprojecteurs que je fabriquais, je faisais un vidéoprojecteur qui n'était capable que de projeter une seule image des paysages. Ça, c'est au Moma Sendai, à Shanghai. Et donc, les projecteurs sont toujours placés de façon à ce que l'ombre du spectateur apparaisse sur l'écran, puisque c'est toujours cette espèce de rapport avec la perspective et la ligne d'horizon. Et donc voilà, ça c'est mon projecteur de plus basse résolution, c'est 1 pixel par 96. Alors c'est minime ce qu'on peut projeter avec ça, c'est juste des effets d'apparition et de disparition de la ligne. Ça c'est la projection. Donc c'est un projecteur qui projette une ligne. J'ai essayé par là de dire comment on travaille la vidéo finalement comme un artiste plasticien, c'est-à-dire en intervenant directement sur la matière et en coupant directement sur le LCD plutôt que de commencer à travailler avec un ordinateur. Ici, ça c'est un des plus aboutis, enfin encore que je ne suis pas sûr que ce soit complètement abouti, mais c'est un projecteur avec 2 LCD qui se déplacent à l'intérieur du projecteur, ce qui crée des flous et des nets. Il y a un premier LCD qui fait le bas de l'image et un second qui fait le haut de l'image. Donc je peux jouer entre des compressions et décompressions d'image. C'était hyper compliqué à développer, mais il y avait aussi, donc un projecteur encore large format, 6 par 7. Et ces 2 LCD se déplacent en même temps qu'ils affichent des animations de pixels. Alors, je crois que j'ai mis un tout petit film. Non, je n'ai pas mis de tout petit film, mais vous imaginez, je pense que ça se comprend en photographie. J'en ai développé plusieurs, j'en ai fait beaucoup, peut-être un peu trop. Et après ça, c'est vraiment dans ce modèle de commencer à rentrer vraiment dans la machine, où j'ai créé cette pièce qui s'appelle Exploding Camera, qui était aussi Ars Electronica, qui était sur le principe vraiment après le 11 septembre, avant le 11 septembre, il y avait eu l'assassinat de Massoud. En Belgique, tout le monde connaît cette histoire parce qu'il était originaire de Bruxelles, mais ces 2 journalistes qui se faisaient, enfin deux personnes qui se faisaient passer pour des journalistes, ont fait exploser une caméra et ont tué Massoud 3 jours avant le 11 septembre. Et c'était clairement, les services secrets n'ont pas eu le temps de faire la corrélation entre cet assassinat et le fait qu'il y allait avoir un attentat beaucoup plus grand qui se passe. J'ai repris cette histoire et j'ai démonté totalement une caméra et décidé de faire un film directement sur le capteur de la caméra. Alors en gros, c'est toute la caméra démontée, les fils sont allongés, mais la caméra continue de fonctionner et elle est directement connectée à un
moniteur vidéo classique, télévision. Et c'est un signal direct et tout le film est fait par une séquence de lumière autour de ce capteur qui est aux abords du capteur de la caméra. Il y a un disque avec des images et c'est l'ombre de ces images qui se projettent sur le capteur qui font le film en direct, qui est répété. Donc c'est un film qui n'est pas enregistré, c'est une séquence de lumière enregistrée sur l'ordinateur qui reproduit à l'infini ce film. Le film en lui-même c'est vraiment, on va regarder juste un extrait, mais le film est vraiment un film expérimental avec beaucoup de visions, comme des visions d'information. Vous voyez ces visions infrarouges de nuit, qui sont souvent vertes d'ailleurs, et sur le début qui est le début, c'est le 11 septembre. Enfin, c'est des reproductions à partir de found footage, c'est pas des vraies images. Donc ça, c'est le disque qui contient les images. Donc ça, c'est, par exemple, c'est une image, vous voyez, c'est juste une lampe qui s'allume et l'autre qui s'éteint, et une autre qui s'éteint. Et ça fait des shifts optiques. Puis vous avez des projecteurs aussi qui sont dans la salle, qui projettent des grosses séquences de lumière sur l'ensemble de la table. Donc là, c'est une lampe rouge et une lampe verte qui s'allume, qui crée ces effets Et les rayures sont des rayures qui sont sur le capteur, en fait. Donc ça crée des images vraiment qui sont entre de la vidéo et du cinéma expérimental. Puis je continue dans l'ordre chronologique avec cette performance que peut-être certains d'entre vous ont vu, Digit. Alors c'est vraiment l'idée de court-circuiter toute la chaîne informatique et de passer directement du cerveau à l'écrit. Et donc c'est simple, je passe ma main sur une feuille de papier et puis le texte apparaît sur la feuille. Là, je vous montre un petit extrait qui a été tourné à Beaux-Arts, dans la présentation Beaux-Arts à Bruxelles. Donc pareil, c'est souvent présenté avec une caméra qui filme ma main aussi pour créer cette confusion entre justement vraiment la manipulation numérique et puis en fait le fait que ça se passe réellement en direct devant le spectateur. Le texte qui apparaît, évidemment, ne sort pas de mon cerveau, puisqu'il sort d'une banque de données qui est quelque part, mais je ne sais jamais ce qui va apparaître. Ici, c'est un texte qui doit venir de l'absolu d'Annie Lebrun. Alors, je ne vous donne pas le truc, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai réduit en 2 dimensions quelque chose qui existait en 3. Et, de toute façon, il n'y a pas des milliers de solutions. Et ça m'est venu aussi, en fait, après une résidence que j'avais fait au Japon. Et c'est vraiment en regardant ces textes, vous voyez ces textes défilants à LED, là, de panneaux d'affichage, où je me disais, ben voilà, en fait, il faut retravailler notre rapport, en fait, comment ce médium de l'écriture apparaît au spectateur. Et même si aujourd'hui on le lit à travers des écrans,
notre relation de spectateur par rapport au texte a relativement peu changé, sauf quand le mode d'apparition, télétexte et tout ça, commence à inclure une temporalité. Là, on est obligé de suivre mon doigt pour suivre une histoire qui est, en somme toute, assez surréaliste, puisqu'il y a des suites, c'est plutôt du dessin que de la littérature. Et je crois qu'il y a 3 types de publics pour cette performance. Il y a ceux qui cherchent le truc, il y a ceux qui regardent et qui sont assez fascinés par le côté magique, et puis il y a ceux qui lisent, en fait. Il y a vraiment 3 types de publics. C'est un des plus beaux endroits où j'ai performé, la Book Tower de Ghent. J'aime beaucoup cette arrivée aussi parce que le rapport entre l'architecture horizontale et puis les piliers verticaux. Et aussi toujours utiliser beaucoup les vues isométriques pour un projet que j'ai développé aussi entre un rapport entre analogique et numérique. C'est Reading Back, qui est une série de liseuses. C'est vraiment pour passer de cette vision aujourd'hui où on change les images avec notre doigt en glissant sur des iPads, mais vraiment de repasser à un espèce de mode de démonstration des images complètement analogique et surtout géré par des liseuses comme ça, qui font des zooms sur des photos d'archives. C'était la présentation Muka de ces liseuses, et je crois qu'il y a aussi une petite vidéo. Alors je vois ça quand même comme un peu comme du cinéma, mais c'est des flipbooks. Attendez, ça c'est une vidéo. Des flipbooks extrêmement lents. Ça travaille vraiment sur la lenteur. Alors dans mes présentations, il y a toujours un livre avec le cahier de croquis qui a servi à faire la machine, qui est feuilleté par la machine elle-même. Alors c'est des ventilateurs qui aspirent les pages. Et toujours en fait dans ces réalisations, ce que j'essaie de faire, c'est en fait elles deviennent toutes extrêmement fragiles parce que j'utilise quasiment le minimum de matière possible pour les réaliser, parce que moi ça fait du sens que ce soit qu'il y ait une économie en fait de matériel et une simplicité de mécanisme qui fait que je me retrouve toujours aussi coincé à mon propre piège, qui est de faire que des prototypes qui souvent ne durent qu'un temps assez réduit. Aussi même le fait que les pages soient des pages finissent toujours par se déchirer, mais ça fait vraiment partie aussi de l'idée générale du travail. Je vais passer rapidement sur ce sujet, mais j'aime bien, c'est aussi dans ce rapport à l'écriture et au livre. C'était une commande faite par Newcastle, Times is Up. Waouh! C'était déjà 40 minutes? D'accord. Bon, bah alors, ce sera pour une prochaine fois le reste. Je vais peut-être vous montrer le dernier projet que j'ai fait. Ah ouais, il y en avait beaucoup encore, hein, des projets. C'est le tout dernier. Ah ben, je ne sais pas où il est. Bon. On va en rester là-dessus, c'est cinéma perpendiculaire. C'est un miroir à géométrie variable qui relie des images d'archives. Et ça, c'est sur la mémoire et sur en fait la lecture de la mémoire. Donc c'est comme un système de projection DLP avec des cubes qui bougent dans l'espace. Et donc ça crée des zones de flou et de net. Et ça, pour moi, ça raconte vraiment l'idée entre la mémoire et le procédé
classique actuel de diffusion de ces images d'archives qu'on voit comme ça d'un coup, alors que notre mémoire à nous, si on essaye de se rappeler d'une image, elle est assez confuse et puis elle a des zones de net et de flou. Donc j'ai développé des séries de travaux comme ça sur cette idée-là de comment on pouvait témoigner de l'image et de l'image d'archives, puisque c'est essentiellement des images qui sont trouvées sur le marché aux puces. J'avais une collection qui était constituée par le jeu de balle, au jeu de balle à Bruxelles, qui sont des photos d'inconnus finalement. Voilà, je vous remercie. Au revoir.